Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 19 h, l'heure de la grande émission du soir sur Bénin Business 24, votre chaîne de développement. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Atiémé. Je nous embarque ce soir, mesdames et messieurs, pour environ 90 minutes de divertissement et d'information. Et c'est parti. Alors, faut-il opter pour les méthodes traditionnelles pour la conservation des produits agricoles? Je dirais même pour une meilleure conservation de nos produits agricoles. Nous allons aborder la question dans la rubrique Monde agricole tout à l'heure avec Marcel Betoro. Quoi manger pour deux, sinon même pour trois, voire quatre? Vous l'avez compris, nous parlons de l'alimentation et de la nutrition des femmes enceintes dans Nature et Bien-être ce soir. Et ce sera avec Yasmine Damanta et un nutritionniste. Jennifer Sativi va nous parler du rayonnement de la cité lacustre, Ganvier. Elle s'intéresse aujourd'hui au développement de cette localité. Et Wenceslas Adjoignon Monon est un spécialiste en développement touristique qu'elle reçoit. Il nous apporte ici son expertise sur le sujet. Croyez en vous-même et le monde croira en vous. Ce sont là les propos de l'expert de ce jeudi, mesdames et messieurs. Il s'appelle Metternich Mediago. Il est coach certifié d'Afrique. On aura tout à l'heure toutes les informations liées à ce qu'il nous dit pour qu'on puisse croire en nous-mêmes et ainsi faire développer notre profession, faire développer notre vie tout à l'heure. La messe de l'information sera dite ce soir, mesdames et messieurs, par Nadège Sani. Nadège, bonsoir. Bonsoir, heureuse d'Anondé. La pleine forme? Je vais super bien. Super bien, je le sens. Alors, mesdames et messieurs, Nadège Sani va nous présenter le menu du 19h45 tout à l'heure en 3 grandes articulations, n'est-ce pas? Bien sûr, heureuse d'Anondé, voilà. Passer une journée sans consommer de la viande préserve la planète, la vie des animaux et limite chez l'être humain les principaux fléaux sanitaires de nos sociétés. Les bienfaits d'une journée sans viande à découvrir dans le 1945. Les agriculteurs ne rentabilisent pas souvent leurs investissements, les pertes de leurs produits en est la cause. Un ingénieur agronome propose comme solution la conservation des produits. Et puis, qui ne connaît pas Cotonou, Missebo, le marché de friperie? Plusieurs activités sont menées dans ce centre commercial. Zoom sur ce marché dans cette édition du soir. Merci à vous, Nadège Sani. Certainement, avant d'aborder la conservation des produits, on l'aurait abordé en partie sur le grand rendez-vous avec Marcel Betoro tout à l'heure. On aura les détails certainement à 19h45 avec vous, n'est-ce pas, Nadège? Bien sûr, heureuse. Donc, on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, donc. Alors, mesdames et messieurs, on reste avec vous pour recevoir notre expert de Horizon Culture ce soir. Il s'agit de Wenceslas Adjoignon Monon, spécialiste en développement touristique. Horizon Culture, c'est tout de suite.
Je le disais tantôt, Jennifer Sativi s'intéresse au développement de Ganvié. Comment faire rayonner la cité lacustre? On en parle, mais d'abord, voici ce qu'elle nous propose sur le sujet. À Ganvié, avant, c'était des maisons à paille. C'est maintenant qu'on a commencé par mettre des tôles et ça a dénaturé Ganvié. Avant, il y avait assez d'eau, mais pour le non-dragage, à partir d'ici même, vous voyez qu'il n'y a pas assez d'eau. Il y a déjà la boue qui est à la surface. Ce problème se crée aussi dans le village de Ganvié. Donc il y a moins d'eau maintenant, donc tous les déchets se stagnent. Là, on n'a pas pu voir le marché. Il faut réorganiser le système, rendre Ganvié plus joli. Regarde, la maison de la francophonie est complètement en ruine. Il n'y a rien. Si on n'a rien que de jolies cases là-bas, on va dormir là-bas. On va dormir là-bas. Et c'est de l'argent. Il faut commencer par Ganvié, aller jusqu'au fond. Ça, c'est des milliards. Voilà, nous sommes donc avec Jennifer Sativi et son invité. On parle du développement de la cité lacustre. Comment faire rayonner Ganvié aujourd'hui, Jennifer? Comment allez-vous? Je vais très bien, heureuse et vous? Je me porte bien avec des lèvres toutes roses. Je n'ai pas voulu mettre du rouge comme vous. Eh bien, ça vous va bien. Merci, c'est pareil. Alors, on reçoit avec vous Wenceslas Adjoignon Monon. Il est spécialiste en développement touristique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être heureuse. Heureuse. Bonsoir, heureuse. Mais voilà, ça va comme ça. Très bien. On peut y aller? Oui, en fait, comme vous l'avez dit, nous parlons de Ganvié, la cité lacustre. Beaucoup disent qu'elle perd de son attrait, de sa beauté et tout. Donc, on va en parler et puis on va parler des approches de solutions, ce qu'il faut faire pour y remédier et pour lui redonner l'éclat. Donc là, c'est le plan de votre entretien que vous nous présentez. Voilà. D'accord, on aborde le sujet. Voilà, donc on reçoit, comme vous l'avez dit, Wenceslas Adjoignon Monon, qui est spécialiste en développement touristique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Voilà, ma première question, c'est en tant que spécialiste du développement touristique, vous, quand vous voyez Ganvié, qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter au Bénin en matière de développement? Alors, d'abord, nous avons le privilège d'avoir ce site magnifique, exceptionnel sur notre territoire. Ce n'est pas rien. Et voir tous ces habitats lacustres, voir tout le développement qu'on peut faire du tourisme sur ce produit très typique qui est tout ce qui est développement de la vie sur l'eau vendue à des touristes qui viennent découvrir notre culture, notre richesse, c'est quand même pas banal. Donc oui, Ganvié se porte peut-être pas très bien aujourd'hui, mais c'est un super produit. Et ça peut apporter, Absolument, c'est un produit, comme vous savez, c'est un peu comme tout, pour que ça rapporte, il faut le bichonner, il faut le travailler et il faut le rendre esculant pour celui qui veut en profiter. Mais pour vous, déjà, en l'état tel que c'est là, est-ce que ça rapporte déjà quelque chose? Alors, Ganvié n'a jamais perdu d'intérêt pour les touristes. Ils viennent quand même, aujourd'hui on ne sait pas encore, on n'a pas encore toutes les statistiques pour dire exactement combien de touristes, puisque nous avons des guides qui sont référencés et d'autres non. Donc les gens peuvent partir avec les barques sans qu'on puisse savoir réellement s'ils sont dans la catégorie touriste ou s'ils vont voir des habitants avec qui ils avaient rendez-vous. Autrement, oui, ça n'a jamais perdu son intérêt. Il y a tous les jours, on voit les barques remplies de visiteurs qui sont sur ce plan d'eau. Mais est-ce qu'on ne gagnerait pas à modifier certaines choses sur la cité lacustre de Ganvié? C'est tout l'intérêt de notre travail. Évidemment, nous devons rationaliser. Vous savez, aujourd'hui, le problème que peuvent rencontrer les touristes quand ils sont sur Ganvié, c'est le regard des habitants. Parce que, vous savez, dans votre salle de bain, vous n'avez pas forcément envie qu'à l'heure de votre douche, on vienne prendre des photos. Ces gens habitent là toute l'année. Ils se sentent envahis dans leur intimité. Absolument. Donc, il faut déjà que nous puissions définir des horaires de visite et que les gens soient prévenus qu'à ces horaires-là, nous avons des visiteurs, nous avons des touristes qui passent et qu'on respecte le repos des pêcheurs, par exemple, qui reviennent de pêche au petit matin,
quand on voit que la plupart des habitants vont utiliser des barques, plutôt des pirogues non motorisées. Et les touristes vont arriver avec des barques motorisées, ça fait du bruit, ça réveille les gens. Donc si on veut, en fait c'est du donnant-donnant. Oui. Si on veut que les gens acceptent le touriste, il faut qu'ils comprennent qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait des visiteurs dans sa commune. Donc pour ça, il faut qu'ils voient aussi un retour sur investissement. Il n'est pas question qu'on vienne le visiter, prendre des photos et que lui, au bout du bout, il n'ait rien. Okay. Donc, il faudra qu'on partage un peu les richesses qui viennent de ce tourisme-là. D'accord. Donc, les autochtones, désormais, ils vont bénéficier des voyages sur l'eau. C'est ce que vous voulez dire? Absolument. C'est un partage. C'est un partage. Eux, ils donnent un peu de leur temps, de leur savoir-faire. Le touriste donne un peu de sa curiosité, de son argent. Et derrière, nous, régulateurs, on doit permettre à ce que l'échange soit plus fluide et que le visiteur en tire quelque chose. Ça peut être dans la construction des infrastructures sur l'eau, ça peut être aussi dans l'aménagement, vous savez, l'assainissement de l'eau. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Oui. Puisque vous en parlez, vous parlez des constructions sur l'eau, l'assainissement. C'est d'ailleurs de cela que ceux qu'on a pris dans notre élément témoin ont parlé. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire? Certains ont parlé de maisons en tôle, qu'il faut rénover, faire des maisons en paille peut-être, assainir. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être fait pour redorer le blason, si je peux dire, de Ganvié? Alors, le choix qui a été fait sur Ganvié, dans un premier temps, ça a été de créer du balisage sur l'eau. C'est-à-dire que pour la navigation, il faut sécuriser. Pour que celui qui navigue à la tombée de la nuit ou au petit matin, si vous n'êtes pas de Ganvié, vous allez vous perdre si vous allez sur ce plan d'eau. Donc là, on a commencé à placer les bouées, donc qui permettent de tracer les lignes de navigation. Ensuite, il y a effectivement ces maisons témoins. Les maisons témoins vont arriver, c'est un choix de l'État qui a choisi de construire des maisons témoins et petit à petit d'améliorer la vie des habitants de Ganvié. Alors, l'objectif n'est pas de leur amener des produits qui ne sauront pas reproduire plus tard. C'est de créer des choses que, une fois que l'État marque une pause, laisse la main aux habitants, parce qu'on ne peut pas tout faire à la place des habitants. Donc, est-ce qu'ils seront sensibilisés? Est-ce qu'ils seront formés dans la construction? Dans la construction, absolument, ils vont participer à la construction. Justement, le but est qu'ils puissent reproduire ces maisons témoins qu'on va les aider à construire, qu'ils puissent les reproduire eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'on évite d'amener des engins trop lourds, par exemple, parce qu'eux ne pourront pas profiter de ces engins-là quand ils vont décider de faire pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc, on essaye de respecter la tradition, d'amener un peu de modernité, mais on ne passe pas complètement de l'un à l'autre. Parce que moi, je me demande si on va apporter des maisons témoins ou construire des maisons témoins, est-ce que ça ne change pas, je ne dirais pas la physionomie, mais les caractéristiques qui attirent aussi, de Ganvié, qui attirent aussi les touristes? On fait très attention à la sauvegarde de l'environnement. On fait très attention à ne pas dénaturer le site. Aujourd'hui, ce qui donne l'intérêt de Ganvié, c'est son authenticité. Voilà. On ne va pas le transformer en Venise. On ne va pas le transformer en d'autres cités lacustres qu'il y a au Cambodge ou en Thaïlande. On va garder notre originalité. Notre originalité, c'est notre façon de construire aussi. Pour autant, les années passent, les phénomènes climatiques évoluent, il faut adapter. Parce que sinon, vous voyez, on a eu des raz-de-marée dans certains endroits de la planète. Dieu merci, on en est préservé pour l'instant en tout cas. Il ne faut pas qu'on laisse des gens dans une situation où, si jamais ça se produisait, on n'est qu'à déplorer des dégâts. Donc c'est pour ça qu'on apporte cette modernité-là, mais sans dénaturer le site, sinon ça perdrait complètement de son intérêt. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres actions, à part rénover le site et tout ça, est-ce qu'il y a d'autres actions pour mieux promouvoir Ganvié? Alors, le marketing même de Ganvié, aujourd'hui, le marketing se fait par le bouche à oreille, forcément, par le client content. Oui. On dit qu'un client content en ramène peut-être un. Un mécontent, il détruit 10. Ça, c'est clair. Bon. Donc, nous allons essayer de faire de façon à ce que les gens qui viennent visiter Ganvié en repartent contents, satisfaits. Ensuite, il y aura un grand plan marketing sur le plan national qui va être fait avec du renfort de communication. Faire connaître ce site, ce joyau que nous avons, c'est le terme. En même temps, si demain on avait 10 millions de gens qui voulaient visiter Ganvié dans une même année, on serait en difficulté. Donc il va falloir que nous sachions quand communiquer et vers qui communiquer, de façon à ce que ça reste toujours du tourisme durable. Durable. Je veux que vous nous parlez dans votre
peau d'expert et non dans la peau d'un responsable du gouvernement ici. Je veux savoir, il y a des hôtels et autres sur Ganvié, le lac, mais ils n'arrivent pas à faire un retour sur investissement le plus tôt possible. Est-ce qu'en tant qu'expert, il n'y a pas de propositions à faire? Est-ce qu'ils sont pris en compte dans ce qui sera fait? Alors, comme je disais tantôt, tout le monde y gagnera. Alors, le tourisme est ainsi fait. Il y a des règles à respecter. Si vous décidez de construire une infrastructure hôtelière, bon, si vous n'avez pas fait d'études de marché, vous risquez d'avoir quelques difficultés à remplir. Ensuite, il faut créer des normes de sécurité pour les gens. En fait, personne n'a envie d'aller quelque part où il ne se sent pas en sécurité. Si on explique à un touriste, aujourd'hui, la façon la plus facile de communiquer, c'est Internet. Donc, s'il voit sur Internet des petites vidéos, des petites capsules, l'expérience de gens qui sont passés par là, et qu'il voit qu'il a le confort qu'il peut attendre d'un lieu, parce que ce n'est pas parce qu'il va à Ganvié qu'il faut qu'il s'attende à du 100% rustique. Il a ses habitudes. On ne vient pas complètement casser les habitudes du client, du touriste. Donc, il faut trouver ce maillage-là. Ensuite, on va les encourager, nous on va les former, on va former les acteurs du tourisme pour qu'ils puissent savoir accueillir le visiteur. Parce que ce qu'on a fait un peu malheureusement jusque-là, c'est que les gens se sont improvisés. Et cette improvisation a ses limites. D'accord. Donc, des études seront faites pour savoir si ceux qui sont déjà sur le terrain, il faut les prendre en compte ou pas. Ah, c'est pas que des études seront faites, des études sont faites. Ils seront forcément pris en compte. Le plateau tirant à sa fin, je dirais, un mot sur déjà la situation Ganvié qui est beaucoup plus profitable pour le Togo. Alors, vous savez, la nature horreur du vide. Hein. Si le Bénin laisse la main, ben, les autres vont encore là sur le Togo, c'est le voisin. Ça aurait pu être le Zimbabwe qui se serait revendiqué propriétaire de la chose. Donc, c'est pour ça que nous prenons les choses en main. Il y a un vrai plan gouvernemental pour rénover Ganvié, réinventer la cité lacustre de Ganvié. Et faire connaître Ganvié à l'international comme étant du Bénin. Absolument, pour que tout le monde en profite. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Heureuse, merci de nous avoir reçus. C'est un plaisir. Je vous retrouve demain. Vous retrouvez Karamat Agbataou avec plaisir. J'ai compris que vous ne voulez pas me lâcher. Oui, c'est vrai, on se sent bien quand on est ensemble. Mais vous serez avec Karamat demain. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci à vous. Merci Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le tout premier plateau du grand rendez-vous de ce soir. Le deuxième, ce sera l'Espère. Voilà. Nous sommes avec l'Espère qui s'installe. Il s'agit bel et bien de Monsieur Metternich à Médiaro. Je veux déjà savoir, Monsieur Metternich, c'est d'où ça? Je suis béninois, mais c'est un allemand. Ok. Vous êtes de quelle région du pays? Je suis du Koufo. Ah ben, j'avoue que je suis sûre. Ils ont cet art-là de donner de ces genres de noms, de ces genres de prénoms aux enfants. Alors, Monsieur Metternich Médiago, on est avec vous pour parler du coaching. Vous allez coacher un peu les téléspectateurs qui sont avec nous ce soir. Vous dites que croyez en vous-même et le monde croira en vous. Tout à fait. Mais comment est-ce qu'on peut croire en nous-mêmes? Comment savoir déjà que nous avons les potentialités pour croire en nous-mêmes? D'accord. Merci beaucoup, Madame Heureuse. Oui. Voilà. Pour croire en nous, d'abord, il faut savoir qu'en nous, il y a d'énormes potentialités, d'énormes capacités que Dieu a déposées en nous. Et nous devons prendre justement conscience de cela et commencer par travailler sur nous-mêmes, pour obtenir, pour développer en fait ce potentiel-là, cette capacité que nous avons, afin que tout ce que nous avons envie d'entreprendre, pour que nous commençons et puis nous débutons cela pour aller jusqu'au sommet. D'accord. Franchement, vous le dites si bien, hein, mais dans l'acte, c'est compliqué. Bon, c'est vous qui le dites. Oui. Mais aujourd'hui, comment savoir, comme je le disais, que nous avons les potentialités? Vous avez dit que Dieu a mis en nous des potentialités. Comment détecter, comment savoir que nous avons tel don? Comment le détecter pour pouvoir croire en nous-mêmes, avoir cette confiance en soi? D'accord. Avoir confiance en soi, cela ne vient pas du jour au lendemain. D'accord? Et on dit souvent que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce que nous faisons plus, c'est de répéter en fait des paroles positives, des phrases positives sur nous-mêmes pour développer ce potentiel-là.
puisque si je dis qu'un jour, je me décide pour dire que je veux être un orateur, ça voudra dire qu'au préalable, je dois commencer par travailler sur moi, mais pour développer les potentiels, les capacités dans ce domaine-là. Et pour le faire, je ne dois pas lâcher prise, je dois continuer à travailler, à faire des recherches dans ce domaine pour vraiment y arriver. Et pour développer une confiance en soi, il suffira juste de répéter à plusieurs reprises des phrases dans ce domaine-là. Parce que le coaching vise à corriger pratiquement tous les domaines de la vie. Tous les domaines. Et si j'y crois vraiment que je peux réaliser, je peux être heureux au mariage, je peux être heureux en entreprise, je peux être heureux au boulot, ça voudra dire que je dois prendre tout le temps que Dieu me donne pour répéter cette parole-là. Et si je sors de la maison, je sors en étant convaincu que je dois me rendre au boulot pour être productif, pour être heureux. Et cette capacité m'amène à ouvrir certaines voies pour vraiment obtenir ce que je souhaite avoir. D'accord, c'est un peu comme le sujet abordé hier, hein, c'est une suite carrément. La parole a du pouvoir. Oui. Karamat l'abordait hier avec un autre coach, Marcel Effon, que vous connaissez certainement. La parole a du pouvoir. Donc, ce que nous disons, nous faisons sortir de notre bouche peut également avoir un impact positif sur nous. Tout à fait. D'accord. Mais est-ce que croire en soi peut sortir ces jeunes aujourd'hui du chômage, qui sont au chômage, du chômage? Ah, là, je dirais tout de suite que si aucun jeune ou toute personne qui ne croit pas en lui ne peut pas sortir du chômage, ne peut pas sortir de son problème. Parce que le fait de croire d'abord en soi m'amène à développer des capacités et en face de n'importe qui, je peux vraiment m'exprimer. Aujourd'hui, nous voyons énormément de jeunes parce que nous devons faire tout de suite la différence entre formation et enseignement. L'école, l'université nous a enseigné, mais la vie nous forme. Mais aujourd'hui, si vous ne vous formez pas pour vraiment développer ce qu'il faut pour rencontrer ceux-là, si je vois un jeune, par exemple, moi, je vais aller peut-être décrocher un boulot et je vais devant le promoteur qui voulait me recruter et je n'ai pas confiance d'abord en moi, ça veut dire que même si je sais faire la chose et je suis devant lui, je ne vais pas dire ce qu'il faut afin qu'il puisse me retenir. Et aujourd'hui, nous devons travailler sur nous-mêmes pour sortir du chômage. C'est très simple, il faut que les jeunes, nous jeunes, on doit se faire former et développer des compétences internes parce que les diplômes, ce sont des compétences extérieures. Maintenant, les compétences internes, ce sont dans le domaine du développement personnel, en termes de confiance en soi, en termes de prise de risque, est-ce que je suis au top? Des compétences humaines et relations, ce sont ces choses-là que des promoteurs cherchent pour recruter qui que ce soit. Parce que quand j'ai ces compétences et une fois devant un promoteur, je lui propose des solutions concrètes pour développer son secteur d'activité, pour le faire augmenter de chiffre d'affaires. Tout le monde veut avancer. Toute personne, j'ai l'habitude de dire, des gens ont envie de recruter des gens, mais recruter qui? Un jeune qui est déjà au chômage, qui refuse d'abord son développement personnel, qui se dit, bon, j'ai déjà le diplôme, il faut que dès que Dieu fera, je vais trouver. Dieu ne fera rien parce qu'il a travaillé pendant 6 jours, il s'est ouvert le 3e jour. Et il dit ceci. Le 7e jour. Le 7e jour, du moins, voilà. merci. Il a travaillé pendant 6 jours, il s'est opposé le 7e jour. Oui. Et il dit que je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Et il continue en disant ceci, je n'habite pas une maison faite de mains d'hommes. Ça veut dire que j'habite une maison faite de mes propres mains, vous et moi. Ça veut dire qu'au fond de nous, il y a un Dieu, l'Esprit de Dieu est en nous. Et à force de travailler sur nous-mêmes, de répéter des phrases positives, ça nous rapproche plus de Dieu. Et quand je me connais en réalité, ça veut dire que je connais Dieu. Et si je connais Dieu, Dieu qui ne reste jamais au chômage, Dieu qui n'est jamais pauvre, Dieu qui n'est jamais malade, alors je dois développer tout ce qu'il faut vraiment pour réussir toutes choses dans la vie. Voilà. Waouh! C'est que je vous suivais seulement, quoi. C'est beau. Moi, je continue de le dire. Hein. Tous les coachs qui viennent ici, moi, je le dis toujours. Oui. Franchement, quand on vous écoute, on est sidérant. On a envie en même temps de poser l'acte qu'il faut. Mais comment poser l'acte qu'il faut? Voilà. Pour poser l'acte, la décision ne viendra de personne. La décision viendra de vous. Toujours de vous. Voilà. Parce que moi, je vais le dire. Et moi, je le dis parce que je l'applique au quotidien. Tout ce que je dis, je ne le dis pas simplement. Tous ceux qui me connaissent, je ne travaille pas quelque part. J'aime mes entreprises que je gère. Ça voudra dire que si je veux réussir dans l'entrepreneuriat, et ce que je dis, je l'applique au quotidien. Parce qu'à force d'appliquer, vous allez vous rendre compte que l'imagination que vous avez au début, ce n'était pas ça. Donc, dans l'action, il y a certaines choses que vous devez encore corriger pour avancer. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils aiment la procrastination. Oui, je ferai ça demain, je ferai ça après-demain. Avec ça, l'énergie que tu as au départ, l'énergie va diminuer. Et si ça diminue, tu n'as plus la force nécessaire pour commencer. Maintenant, tout ce que la personne a besoin de faire, c'est de passer en même temps à l'application. Beaucoup, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent d'abord comprendre tout le processus avant d'entamer le chemin. Surtout que dans le domaine de l'entrepreneuriat, on leur dit aussi que ce n'est pas facile. Il faut échouer 1, 2, 3 fois, 4 fois d'abord avant d'être sûr qu'on peut réussir. Voilà. De cette manière, on peut perdre confiance en soi. Voilà. Et ne pas Celui s'y qui engager. dit que ce n'est pas facile, certainement, la personne a traversé des événements et puis c'est ça qui lui dit que ce n'est pas facile. Et d'ailleurs, rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile.
Parce que si tout était fallu, tout le monde allait réussir. Oh, Dieu dit qu'il nous a créés tous égaux. Mais pourquoi certaines personnes réussissent et certaines non? Ça voudra dire rien n'est facile. Maintenant, il faut que les gens comprennent qu'on dit vous devez apprendre de vos propres expériences, de vos erreurs et apprendre des erreurs des autres. Alors si d'autres personnes ont réussi et on peut dire si vous prenez ce chemin, vous allez échouer, mais prenez plutôt tel chemin pour réussir. Alors si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas à cette école-là pour comprendre et ne pas commettre les mêmes erreurs que ceux-là, vous allez naturellement réussir. Moi, il y a des domaines dans lesquels j'ai entamé, mais je n'ai pas réussi parce que j'ai d'abord appris de ceux qui, j'ai des mentors qui ont réussi dans ce domaine. Et quand je les admire, je les lis, je les écoute, j'ai appris exactement ce qu'ils ont fait. Ça a marché pour eux. C'est ce que je fais également et ça marche. Donc, il faut avoir, au-delà de croire en soi, il faut avoir un mentor, c'est cela? Tout à fait. Toute personne qui doit réussir doit avoir un mentor, sinon ça ne marchera pas. Parce que si moi, par exemple, je dis l'un de mes rêves, c'est que je souhaite l'orateur le plus puissant de ma génération. Ça voudra dire, il y a déjà des orateurs que j'écoute, il y a des mentors que je vois leur manière de faire, et j'ai mis tout ça là. C'est ça qui m'amène à aller au sommet. Voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, croire en vous-même, ou croyez en vous-même, le monde croira en vous. Est-ce que c'est destiné à tout type de personnes, qui sont, quel que soit dans leur domaine d'activité? Voilà, à tout, sans aucune exception. Parce que Dieu ne créa personne pour venir souffrir sur la terre, pour ne pas réussir dans ce qu'il va, dans quel domaine il va le faire. Je prends un domaine, papa, vous imaginez un instant où, voilà, vous, madame heureuse, heureuse, d'accord. Heureuse, vous souhaitez vraiment que d'ici quelques années, vous serez le meilleur de ce que vous êtes en train de faire. Et ça voudra dire que tout le temps que vous passez, vous cherchez des éléments nécessaires qu'il faut pour pimenter, pour agrémenter ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, vous avez présenté une émission, demain, ce que vous allez présenter sera plus supérieur à ce que vous avez présenté hier, ainsi de suite. Donc, vous avancez vers votre réalisation. Dans n'importe quel domaine, si je prends par exemple, moi j'admire être heureux en couple. Ça voudra dire que tous ceux-là que j'ai rencontrés et qui disent qu'ils sont heureux en couple, je dois les écouter et non écouter ceux qui sont polygames et qui courent de femme en femme ou je ne sais quoi et qui sont malheureux. On ne va pas aller sur ce chemin-là parce que je sais que Daniel Adjien de nos doyens ici a réalisé un documentaire sur les polygames heureux. Donc, c'est discutable. D'accord. On laisse tomber ce côté-là. Tout à fait, c'est discutable. Donc, peu importe le domaine dans lequel je souhaite évoluer, il faut que forcément je commence par travailler. Je crois d'abord. Si je ne crois pas en moi-même, qui croira en moi? Si je décide aujourd'hui que dans 10 ans, je serai milliardaire, et vous dites que bon, vous avez dit que je serai milliardaire, moi, mais je n'y crois pas. Comment je peux? Jamais. Ça voudra dire je dois d'abord croire en ce que je pense que je peux réaliser. Et cela, je dois travailler maintenant pour y arriver afin que tous ceux qui m'entourent, le monde entier, croient qu'à celui-là, il a pu réussir. Et nous avons des cas. Oui, nous avons des cas. Si aujourd'hui, tous ceux-là qui ont réussi, si je prends par exemple le président de la République qui a pu réussir parce qu'il a pris le pouvoir, ça veut dire qu'il croyait qu'il peut prendre le pouvoir et il a travaillé jusqu'à ce qu'il a pris le pouvoir. Et désormais, on croit que lui, il est parti peut-être il n'était pas là, mais il a pu arracher le pouvoir. Ça veut dire que toute personne qui veut aussi prendre le pouvoir en des années qui vont venir doit commencer par travailler et suivre peut-être ce chemin-là. Et d'abord croire en lui. Forcément, s'il n'y croit pas en lui. Avant de convaincre les autres. Avant de convaincre les autres, voilà. Mais il ne suffit pas de dire, bon, je crois en moi. Le monde doit croire en moi. Non, il ne suffit pas. Dans le dit, il faut appliquer. Il faut forcément. Si vous n'appliquez pas, vous n'aurez pas le résultat. Il faut d'abord forcément appliquer. J'y crois que je peux. Je voulais venir ici parce que j'y crois que je peux être là. Et j'ai commencé par entreprendre quelque chose et je suis là actuellement. Ça veut dire que j'y crois d'abord. Si j'y crois pas, on m'a contacté et dit, bon, franchement, je ne pourrais pas. Et je ne peux pas, qu'est-ce que vous pouvez pour moi? Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas venir m'arracher de chez moi pour m'amener ici. Parce que j'y crois que je peux être là et dire quelque chose pour que les téléspectateurs puissent entendre quelque chose pour être satisfaits. C'est pour cela que je suis là. Donc, il faut forcément croire en soi, c'est nous d'abord. Parce que si ce n'est pas vous là, qu'est-ce que vous voulez donner à l'autre si vous n'avez pas? Donc, d'abord, il faut travailler sur vous-même pour avoir cette chose-là. Donc, à force de répéter rien que des paroles positives, parce que je ne comprends pas. Ou quelqu'un qui veut quelque chose, mais il pense le contraire. Vous voulez quelque chose et c'est ça là vous travaillez, mais vous pensez en même temps le contraire. Ça ne pourrait pas, c'est le contraire qui va arriver. Parce que toute votre énergie est plus canalisée, concentrée sur le contraire. Et banalement, vous allez dire, mais pourtant je prie. Non, ce n'est pas avec de prière. Il faut y croire et puis travailler pour l'obtenir. Voilà. D'accord, il ne suffit pas de dire, bon, je veux telle chose. Parce qu'on connaît des gens qui désirent être dans tel métier, mais dans le même temps, ils disent, c'est compliqué, c'est difficile. Est-ce que je peux le faire? Déjà, c'est une barrière qu'on se met. C'est une barrière.
Et ça ne pourrait pas marcher parce que je ne comprends pas, je désire cette chose-là. Et dans le même temps, je dis que c'est compliqué. Moi, aujourd'hui, j'ai dit, toute personne qui me rencontre, qui me dit que je suis malade, j'ai dit, mais ce n'est pas normal. Je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu. Je crois en Dieu, Dieu est en moi, et Dieu ne tombe jamais malade, je vais tomber malade. Ça, c'est hors pair. Ça voudrait dire que, et il y a naturellement des gens qui viennent pour dire, ah, j'ai des maux de tête, il faut neutraliser en même temps ces paroles. C'est-à-dire que je dis que jamais de ma vie, je ne peux plus prendre de médicaments, puisque ça ne me rend pas service. Maintenant, avec la parole, uniquement la parole, je peux traiter tout mal que j'ai. Et c'est ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire que toute personne qui viendra m'expliquer de détails les conséquences d'un mal, je vais lui dire que mon frère, moi je ne suis pas disponible pour t'écouter. Je lui en même temps mettre des blocages pour qu'il ne vienne pas perturber le programme que j'ai installé. J'ai installé un programme de santé. Alors s'il vient désinstaller le programme, je lui dis en même temps non. Donc, si vous n'avez pas confiance en vous-même pour croire que c'est possible que vous soyez en santé en tout temps, en permanence, ça voudra dire l'autre viendra vous perturber et va vous installer le programme que vous ne souhaitez pas. Il vous déprogramme. Tout à fait. D'accord. Parce qu'il y a énormément de briseurs de rêves et dès que vous dites vous rêvez, vous parlez de vos rêves à quelqu'un, il se dit bon, voilà, c'est impossible, hein, je suis sûr que ce n'est pas. Et tu crois en lui, tu crois en ce qu'il dit. Alors tu ne crois pas en toi, tu crois en l'autre et c'est ce que l'autre dit qui va se réaliser. Ah, merci beaucoup. Merci à vous, coach. Vous êtes coach certifié d'Afrique, Metternich Mediago. On a compris de vos propos qu'il faut croire en soi et lorsqu'on croit en soi, ça nous lève les barrières, ça enlève les barrières, ça repousse les difficultés. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce moment de coaching. Bien, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, bien concentré. Mesdames et messieurs, voilà, ce sera tout pour la rubrique Espère. Nous allons à présent installer le plateau de Nature et Bien-être. Yasmine Damanta, elle est là avec son invité. On va les installer tout à l'heure. Que manger pour 2, 3, 4, voire 5 personnes? Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, on parle de l'alimentation et de la nutrition des femmes enceintes. Nous aurons sur ce plateau un nutritionniste pour aborder le sujet. Mais d'abord, voici ce reportage réalisé à cet effet. La malbouffe entraîne des problèmes récurrents que nous connaissons comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, etc. Ce sont entre autres les maladies graves qui gagnent de nos jours du terrain et qui touchent pratiquement toutes les générations. Par ignorance ou par snobisme, nous consommons pour la plupart des produits importés ou en conserve, source d'énormes dégâts de santé. Pour Dame Irène Michodini, l'une des solutions pour garantir une bonne santé, c'est le bio. En milieu urbain, nous avons tendance à faire du conformisme, à copier ce qui est le made de l'extérieur, c'est-à-dire les produits comme les pâtes alimentaires, les couscous, qui ne nous apportent que de l'énergie. Très peu de Béninois, notamment dans les milieux urbains, sont accros des légumes. Or, ce sont les légumes qui apportent les sources de micronutriments dont nous avons besoin pour renforcer notre système immunitaire, pour avoir le bien-être nécessaire à notre santé durable. Mais j'ai eu la chance de faire des études dans des milieux ruraux où des tendances d'analyse ont révélé que les pauvres mangent plus diversifié que les riches. Ça paraît bizarre, mais ce n'est pas bizarre puisque les légumes, feuilles et autres sont collectés dans la nature, sont cueillis. Bien que certains consommateurs citadins peinent à réussir leur mode alimentaire, d'autres ont réussi la transition. La santé n'a pas de prix. Il ne faut pas qu'on dise qu'on préfère aller au marché, prendre des trucs de jardin avec des engrais et se rendre malade après. Je prends le menthe, le chiayo, le fotete, le goma, le chiayo, les piments. Je prends aussi les carottes, concombres. C'est le même prix qu'au marché. À part le piment que je prends à 800 francs, la corbeille au marché, chez eux, comme c'est bio, et qu'avec le coût, tout ça, là, ils font ça à 1000 francs. Retour aux recettes de grand-mère. Dans ses recherches, elle a découvert plus de 90 recettes du terroir à base des produits naturels. Nos recettes grand-mère et autres, ça mérite d'être diffusé et que le citoyen lambda, qu'il soit en milieu urbain ou en milieu rural, puisse valoriser ces recettes locales et mettre ça à la disposition des enfants, puisqu'ils en ont besoin. Certes, se nourrir est l'un des 5 besoins fondamentaux de l'homme, mais il ne sert à rien de mal s'alimenter pour mal finir.
Il ne sert à rien de mal s'alimenter pour mal finir. On ne veut pas mal finir. Raison pour laquelle on parle de nos femmes enceintes ici, de leur santé. Ça nous préoccupe sur Nature et Bien-être. Et on va l'aborder avec Yasmine Damata et Félix Sonon, nutritionniste. Merci d'être là, docteur. Merci, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Mais dans les coulisses, c'est heureuse. Mais pourquoi devant les caméras, vous dites madame? Heureuse, ça va. Alors, Yasmine. Il joue et tout. Ça fait plaisir aussi. Non, mais je ne veux pas de ce plaisir-là, hein, docteur. Alors, Yasmine, comment allez-vous? D'aller la pleine forme. Ça se sent. Tout rayonnante. C'est normal, puisqu'on est avec Heureuse, il faut toujours être rayonnante. Voilà. Alors, Yasmine, on parle de l'alimentation des femmes enceintes. Aujourd'hui, on parle de l'alimentation de la femme enceinte. Et pour mieux avoir des conseils, on est avec docteur Félix Sonon. Docteur, ma première question, c'est déjà de savoir quelle est la différence entre le repas, l'alimentation d'une femme enceinte et celle d'une femme qui n'est pas en état. Merci beaucoup. Je crois qu'avant tout, je voudrais saluer les téléspectateurs parce que nous sommes toujours heureux quand ils nous écoutent et que parfois même ils nous appellent pour dire mais je veux avoir plus de précision, donc je leur fais un petit coucou. Alors je viens à votre question pour vous dire qu'effectivement la femme enceinte doit avoir une alimentation un tout petit peu différente de ce qu'elle devrait avoir si elle n'avait pas une grossesse. Pour la simple raison que à partir de cet instant où elle porte un enfant, son alimentation n'est plus seulement pour elle-même, mais également pour l'enfant qu'elle porte. Y compris aussi d'autres activités qui augmentent avec la grossesse. Quand nous allons évoluer, je vais revenir sur ça. Voilà. Et de ce point de vue, il est utile pour la femme de se rendre compte qu'elle a intérêt à donc adapter son alimentation à son état actuel. Qui est l'état de grossesse. Et c'est cette alimentation qui fera le bonheur et l'évolution normale de cet enfant jusqu'à la naissance pour que la femme ne mette pas au monde un enfant qui est mal nourri. Et nous disons généralement dans nos jargons, vous avez bel et bien un enfant, mais un enfant qui n'est pas valide. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir un enfant mal nourri, avec plein de séquelles, qui va développer de l'impotence, aussi bien physique qu'intellectuelle. Ce n'est pas bon pour une femme. Donc l'alimentation de la femme agit, la femme quand elle est enceinte agit sur le fœtus directement. Absolument, ça agit tout directement sur le fœtus parce que le fœtus s'alimente dans l'alimentation de la femme, si on peut parler terre à terre. Justement, dans ce cas, il y a des femmes quand elles disent qu'elles mangent de l'haricot, quand elles mangent de l'haricot, elles sont mal à l'aise ou elles ont des troubles gastriques. La femme enceinte. Oui, il y a parfois que le bébé bouge beaucoup, elle dort mal. Oui, c'est vrai, je crois que dans ce domaine, il y a beaucoup qui se disent, et c'est normal, parce que c'est le constat. Mais je voudrais faire remarquer une chose capitale, que l'organisme de chacun est spécifique. Ce que Madame Heureuse va prendre et tout va bien, Madame Yasmine peut prendre et puis peut-être elle aura de malaise. Mais ce que nous disons d'une manière générale, il y a des types d'aliments que tout le monde peut prendre et qui, en principe, ne doit pas avoir de problème. Je dirais les aliments de base. Les aliments de base. Ça, là, je crois qu'il ne doit pas avoir de problème. Donc, si je prends le cas, par exemple, de celle qui prend du haricot et qui dit qu'elle a mal, je pense que c'est vraiment des situations très rarissimes. Ce n'est pas évident. Cependant, il y a des variétés pour lesquelles la femme peut développer de l'allergie. Ça, c'est spécifique à cette femme, mais ça, c'est des situations très rares, au point où nous n'allons pas vraiment en parler pour que d'autres croient que c'est des choses qui existent. Non, c'est des choses très rares. Voilà. Alors, que doit contenir l'assiette de la femme enceinte? Très bien. Alors, vous savez, dans notre jargon médical, la grossesse évolue suivant 3 étapes. Nous parlons globalement du premier trimestre, globalement du deuxième trimestre et globalement du troisième trimestre. Alors, pour être plus synthétique et précis, je vais vous dire que durant les 3 trimestres, il y a des types de micronutriments qu'on doit nécessairement hériter de l'alimentation de la femme. Lesquels? Premier micronutriment que nous devons avoir, c'est le fer, par exemple. Pour la simple raison que la femme a besoin de ce fer
accompagné naturellement du Foldin, je vais revenir sur ça, Foldin, les et de la médicaments qu'on vitamine donne B12 là aussi, pour permettre la production du sang. Et comme vous le savez, tout ça, ça va paraître pour celles qui nous suivent, que vous l'envoyez prendre des médicaments. Directement, oui, parce que faire Foldin, c'est médicaments. Exactement, c'est là où je veux venir. Voilà. Quand je dis ça, c'est pour dire qu'est-ce qu'on tire de ce qu'on va manger. Et quand la personne voit ça, il se dit, ah, j'ai intérêt à privilégier tel repas au détriment de tel repas. C'est pour cela que je dis, ça, durant les 3 trimestres, la femme doit faire l'effort d'avoir une alimentation qui lui apporte suffisamment du fer, d'acide folique et de la vitamine B12. Et comme aliment pouvant lui procurer par exemple le fer, nous avons notre viande. C'est vrai, quand on dit aujourd'hui viande, ce n'est pas en abuser. D'accord. Pas du tout. Parce que si on en abuse, il y a beaucoup d'autres phénomènes qui peuvent s'observer. Mais rassurez-vous, le fait de prendre la viande, et surtout les abats, vous voyez, le foie, voilà des éléments qui sont très riches en fer, que vous pouvez manger pour gagner, hériter facilement de fer. Vous savez, notre petit poisson, les freutins qu'on sèche, qui sont très bien pour accompagner la sauce crin-crin qu'on sort, c'est très riche en fer. Et si vous le faites encore avec notre crin-crin, qui est aussi riche en fer, alors là, vous avez un plat alimentaire qui vous procure du fer. Mais dans notre programme, nous disons que compte tenu du besoin très important de la femme, en ce qui concerne la production du sang, parce qu'elle en a besoin d'abord pour la production du sang pour le bébé, mais également pour pouvoir faire des réserves de sang, pour qu'à l'accouchement, elle ne tombe pas vraiment dans une anémie, voire une perte de sang pouvant l'emporter. Il est important que cette femme privilégie la consommation de ces aliments dont nous parlons, mais en prenant du fer comprimé et Foldin. Et ça, c'est en prévention. D'accord. Je crois que dans les centres de santé, lorsque vous tombez enceinte, vous allez dans le centre, la première des choses qu'ils vous conseillent, c'est d'abord chercher à vous déparasiter et vous donner ce fer-là que nous appelons un fer de supplémentation. Mais permettez-moi juste de dire un mot sur quelques éléments qui pourra lui apporter, par exemple, de Foldin. Vous savez, notre laitue. C'est ça? Non, laitue que nous prenons dans la salade que nous prenons. Vous savez, notre avocat, très riche en Foldin. Notre oignon. Voilà des choses qui sont utiles pour la femme. Oui, le haricot vert. Tout ce qu'il y a comme légumes verts, ça lui apporte du Foldin. Ce que nous appelons le folate. Ok, docteur, je voudrais encore plus de précision pour les femmes déjà au début qui font des nausées. Comment on peut les accompagner? Je voudrais en arriver là. Donc, de ce point de vue, pour cette alimentation, il faut aider la femme à pouvoir vraiment prendre les aliments qui vont lui porter ce qu'il lui faut comme nutriments. Mais il s'est fait qu'au premier trimestre, il y a ce que nous appelons les troubles sympathiques de la grossesse, qui fait que l'on veuille ou non, il y aura un petit nausée, une petite malaise. Ça là, c'est bon signe. Quand la femme a ça, elle doit être contente. Et dans ces conditions, nous souhaiterions que la femme puisse prendre des aliments très concentrés. Par exemple, si elle veut faire son crin-crin, par exemple, elle va faire un crin-crin bien concentré pour qu'une petite quantité pour lui permettre de couvrir son besoin énergétique. Mais pour ces troubles de nausée qu'on sort, le plus souvent, nous conseillons à ce qu'ils mettent un peu plus de piment. Parce que tout ce qui est pimentant, permet donc de maîtriser le phénomène qui perturbe un tout petit peu l'organisme qui provoque des vomissements, etc. Donc, ça lui permet donc de maîtriser ces phénomènes et ça lui permettra donc de garder l'alimentation qu'elle va apporter à son organisme. Mais docteur, compte tenu du fait de ces nausées, elle ne peut pas en apporter une quantité plus suffisante. Docteur, je sais que vous avez... On a encore beaucoup d'informations à apporter à cette dame, mais ce soir déjà retenons avec de très belles femmes enceintes. Voilà. Déjà retenons ce soir qu'il faut qu'elle s'alimente plus, qu'elle prenne plus d'aliments riches en fer. On a plus parlé du fer. Aujourd'hui, on va revenir peut-être, si vous l'acceptez, pour parler plus de vitamines, de la vitamine B12 dont vous aviez parlé. On va l'aborder parce que là, il est temps d'aller suivre le journal. Très bien. Donc, on va
la vitamine B12, mais il y a un élément important. Non, docteur, on va y revenir pour notre plateau, mais merci déjà d'être passé, on va y revenir. Bien, on a toujours des informations très importantes pour nous alimenter, pour nous nourrir. Voilà. Merci Ça, c'est pour le premier trimestre, mais vraiment, on n'est pas allé au deuxième. Non, on va y revenir, docteur, on va y revenir. Pour notre plateau, ce sera pas fait mal, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Mardi prochain, si vous le souhaitez. Mesdames et messieurs, il est temps de suivre le journal et lui. Il est 19h45. On retourne l'antenne à la rédaction pour le journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Une alimentation sans viande, même pour une journée, peut avoir des incidences positives sur la planète, la vie des animaux et la santé humaine. Les bienfaits d'une journée sans viande, on en parle dans un instant. Plusieurs denrées alimentaires se font rares dans nos marchés. Pourtant, à certaines périodes de l'année, ces mêmes produits sont en essai. Leur conservation est la solution que préconise un spécialiste en agriculture. Misseba, où le marché de friperie est le lieu où jeunes et adultes se ravitaillent en vêtements. Même si les activités ne sont plus aussi florissantes, ce centre commercial attire de nombreux visiteurs. Zoom sur ce marché dans ce journal. Retirer la viande de son assiette pour une journée présente des avantages aussi bien pour l'homme que pour les animaux. Une journée sans viande épargne la vie d'innombrables animaux, améliore la santé humaine et participe à la préservation de l'environnement. Ceci dans un contexte où même l'élevage contribue indirectement, selon les spécialistes, à l'émission de gaz à effet de serre. Edwige Agosso et Gloria Oni se sont intéressés au sujet suivant le reportage. L'élevage est l'activité humaine qui contribue le plus au réchauffement climatique. Il monopolise 30% des terres habitables et absorbe 70% des ressources en eau, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cette consommation de viande est forcément liée au réchauffement de la planète. Et pour aller un peu plus loin, il faut dire que des études ont également révélé que 1 kilo de viande animale, comme la viande de bœuf par exemple, génère pas moins de 290 kg de CO2. L'industrie du bétail contribue, selon les données scientifiques, à plus d'émissions de gaz à effet de serre que les transports tous réunis. L'industrie de bétail est donc un ennemi de la planète. Et pour sauver cette dernière, il va falloir opter pour la non-consommation de la viande. Quand l'âge avance, il faut commencer par éviter ces choses-là. Donc moi, personnellement, je ne consomme plus de la viande. Rarement, j'en peux. J'ai opté de ne pas consommer de la viande pour des raisons de santé. La consommation de la viande peut vous conduire à des maladies. D'ici 2030, la production animale va peiner à couvrir la demande, mais aussi les fléaux sanitaires liés à la consommation de la viande vont prendre de l'ampleur. Le fait donc d'éviter ou de ne pas consommer la viande devient forcément une obligation de choix que nous devions faire si nous souhaitons véritablement avoir une bonne santé. Les produits laitiers exposent ces consommateurs à la prostate, au diabète et au cancer, selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. La même étude soutient que la forte production de la viande peut priver la planète de la disponibilité des ressources en eau. Pour faire face aux pénuries de denrées alimentaires, les experts agronomes préconisent l'adoption des technologies de conservation des produits agricoles. Elles permettent une fourniture alimentaire stable et limitent les pertes. C'est du moins ce que propose Fiacra Ladaye, ingénieur agronome. Il met un accent particulier sur le consommé local et le conditionnement des produits agricoles. Il est au micro de Edwige Agosso, Rebecca Djinako et Ulvaïs Balogo.
Le problème de conservation des produits agricoles se pose. Il suffit juste de faire un tour dans le pays pour s'en rendre compte. Lorsque vous allez juste à commencer à côté, vous voyez la tomate qui court les rues, qui périt sous le bras des producteurs. Lorsque vous allez aussi un peu dans le nord, vous verrez également l'oignon. Vous verrez aussi la pomme de terre qui est produite, qui périt aussi malheureusement. Parlant de solutions, la responsabilité est plus ou moins partagée. Partant déjà même des consommateurs, qu'il faut sensibiliser davantage sur la consommation du local, qui permet aux producteurs d'écouler leurs excédents. Il y a aussi les techniques de transformation que nous devons revoir. Organiser les producteurs en de petites organisations, en petites coopératives pour mieux transformer ce qui fait encore de la valeur ajoutée à leurs produits pour pouvoir écouler les surplus de produits agricoles qu'ils ont chaque année. Il y a aussi les magasins que l'État peut accompagner, l'État peut appuyer les producteurs à construire, à mettre en place de petits magasins au niveau de chaque village, au niveau des producteurs, d'accord, pour stocker en fait les produits qu'ils ont. Parce que ne pas le faire, c'est ça qui motive d'ailleurs les commerçants, les grossistes, à acheter davantage ces produits à très bas prix, à les stocker et à les revendre. Ce n'est pas mauvais en soi, mais le producteur sort perdant. Et nous avons les mêmes produits à différentes saisons à des coûts très élevés. Missebo, marché réputé pour la vente des friperies à Cotonou. C'est un monde composé de vendeurs, d'acheteurs, d'intermédiaires et de couturiers. Même si les activités ne sont plus florissantes, la vente de friperies permet quand même à ces commerçants de subvenir à leurs besoins. Marché de friperies de Cotonou, c'est un reportage de Louis Koudogbo et Patrick Adjabodjou. Missebo, quand ce marché était dans sa gloire, le business, ça marchait ici correctement. Le business des vêtements de seconde main a pris ses racines ici, à Missebo. Sous les rangas précaires et dans les allées du marché, des vendeurs et acheteurs animent ce lieu d'échange commercial de la friperie. Si vous voulez des friperies de premier choix, bon, ce que nous faisons, c'est ça. Donc, c'est dans l'ordre de 2000 jusqu'à 5000, voire même 10 000, des fois même au-delà. Parce que c'est des choses de qualité, des choses hors saison de l'Europe qu'on évacue des magasins qui sont encore à l'état neuf. À Missebo, la friperie occupe depuis plus d'une trentaine d'années des hommes et des femmes de tous les âges. Ici, chaque acteur du marché crée son commerce. Disons, ma spécialité, c'est les 3 quarts. Je suis spécial en 3 quarts, n'importe quel genre de 3 quarts. Les 3 quarts de qualité, hein, parce qu'il y a culotte dans culotte. Donc, il ne s'agit pas de venir à Missebo pour prendre n'importe quoi pour dire que vous avez payé culotte ou bien vous avez pris 3 quarts. Il y a 3 quarts dans 3 quarts. Donc, c'est ce genre de 3 quarts que moi, j'ai l'habitude de vendre. Des négociateurs de vêtements, c'est le métier de ces jeunes Béninois à Missebo. Ils sont souvent positionnés à l'entrée du marché avec quelques fripes en main. Ils séduisent les clients et les orientent vers les destinations de leur choix. Ceux-là vivent de ça. Ils vivent de ça, c'est leur job. Ils viennent et c'est l'accueil. Ils sont à l'entrée, ils vous accueillent et ils vous orientent vers un vendeur pour vous aider à vite acheter, pour ne pas perdre beaucoup de temps à chercher un peu partout. Ils vous orientent. Ils sont un peu comme des guides dans le marché. Le marché de friperie donne également de l'emploi aux couturiers. Leur tâche consiste à rapiécer et à refaire en un temps record tout type de vêtements. Des couturiers d'occasion et de proximité qui font leur chou gras à travers cette couture de la friperie. Il y a parfois, tu peux venir sans travail. Tu vas rester, manger sans payer même pour partir à la maison. Il y a les jours que tu peux venir gagner. Au moins par jour, tu peux gagner 2000, 5000. Il y a les moments où tu peux gagner plus que ça. Ce commerce a des impacts positifs sur le quotidien des Béninois qui s'y adonnent. Un commerce informel, d'une manière ou d'une autre, qui influe sur l'économie nationale.
En Afrique australe, environ 500 000 hectares de cultures ont été emportés depuis le passage du cyclone tropical Idai le 15 mars dernier, d'après l'agence Bloomberg qui cite les estimations des Nations Unies. Le phénomène, qui a déjà fait plus de 700 morts, fait planer le spectre de l'insécurité alimentaire dans la région, dans la mesure où 70% de la population dépend de l'agriculture pour leurs revenus et leur emploi. Au Mozambique, qui est le pays le plus touché, de nombreux experts estiment que le cyclone aura un impact important du point de vue alimentaire. Au Sénégal, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers se charge des secours et de la protection contre les incendies et accidents menaçant la sécurité publique. Dans ce grand commandement militaire figure le groupement des unités spécialisées mis en place en 2012. Il est souvent chargé de missions délicates qui requièrent tout un dispositif. Oumou Kalsoum Sall, reporter à la RTS, a suivi cette compagnie dans une de ses opérations. On suit le reportage. Une fuite d'ammoniac dans une poissonnerie, c'est l'incident qui mobilise ces hommes de la compagnie de secours radiologique, biologique et chimique. L'unité, aussitôt arrivée sur les lieux, forme une équipe de reconnaissance. La mission de l'équipe de reconnaissance, c'était dans un premier temps d'identifier la nature du sinistre, la nature de l'incident, et procéder le plus rapidement possible au sauvetage. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Maintenant, après, il a envoyé une deuxième équipe, c'est-à-dire l'équipe d'intervention, qui est allée pour colmater la fuite proprement dite et maîtriser l'incident. Même si cette opération est une simulation, cette compagnie est habituée dans le réel à ce scénario. Parce qu'on peut dire que cette compagnie, depuis sa création, que 90% de ses interventions, c'est l'ammoniac et c'est le port autonome de Dakar. Cette compagnie, mise en place en 2012, est rattachée au groupement des unités spécialisées de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. C'est une compagnie qui a pour mission d'intervenir pour tout événement à caractère radiologique, biologique, chimique, ou qui présente une évolution vers un danger de cette nature. Voilà, elle comprend une chaîne de commandement, une cellule mobile d'intervention chimique, une cellule mobile d'intervention radiologique et une chaîne de décontamination que vous avez là devant. On est vraiment bien outillé pour faire face aux interventions majeures dont la BNSP sera sollicitée. La compagnie de secours radiologique, biologique et chimique intervient sur tout le territoire national. Le commandement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers compte décentraliser les services de cet organe pour plus d'efficacité et de rapidité dans ses interventions. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Merci Nadège Sani pour la présentation. Bonne soirée à vous. Merci Heureuse Dallonné. Bonne soirée. Merci bien. Mesdames et messieurs, on va poursuivre le grand rendez-vous ici. Avant de prendre congé de vous, le dernier plateau, c'est Monde agricole. Faut-il opter pour les méthodes traditionnelles pour la conservation des produits agricoles? Nous avons sur ce plateau Smith Boton, il est ingénieur agronome. Pour aborder le sujet, il est avec Marcel Gbetoro. Marcel, bonsoir. Bonsoir, Heureuse Danodé, amis téléspectateurs, bonsoir. Vous vous portez très bien? La pleine forme. La pleine forme. Bonsoir, monsieur Boton. Bonsoir, madame. Vous vous portez bien aussi? Très bien, cher. Ça va bien. On parle avec vous de la conservation des produits agricoles. Mais avant d'entrer dans le débat, je nous propose, mesdames et messieurs, de suivre cet élément réalisé par Marcel Gbetoro, d'ailleurs, sur le sujet. La conservation des produits agricoles est un ensemble de techniques mises en place qui prend en compte le stockage et la transformation des produits agroalimentaires. On peut citer en exemple les stocks de céréales, de fruits, de pommes, de vin ou de viande destinés à des transformations agroalimentaires. Mais est-ce que le Bénin dispose de structures adéquates pour le stockage des produits agricoles? La question reste posée.
pour les cultures vivrières telles que le maïs, le sorgho, le mil, le haricot, ce sont les greniers qui continuent d'être utilisés. Au niveau des produits maraîchers, par contre, le système souffre de moyens de conservation des produits, ce qui explique souvent la perte des denrées alimentaires peu de temps après les récoltes. Au niveau du cajou et du coton, par exemple, nous pouvons dire que les moyens y sont pour faire un bon stock après culture. La définition de stratégie adéquate de stockage permettra de valoriser les autres cultures pour le bonheur du monde agricole. Mais ces nouvelles techniques de stockage à définir nécessitent une synergie d'action de tous les acteurs du monde agricole. Ainsi, par exemple, les producteurs doivent produire la quantité et la qualité des ingrédients nécessaires pour les acheteurs. Les agrocommerçants, quant à eux, doivent développer de nouveaux circuits permettant de faire écouler les marchandises. Les institutions financières doivent offrir davantage de prêts aux agriculteurs afin de leur permettre l'acquisition de technologies post-récolte. Et pour couronner tout ceci, il va falloir créer de nouveaux centres d'approvisionnement et de regroupement des produits agricoles pour une meilleure sécurisation du marché agricole béninois. Merci Machel Bretoro. On a reçu d'ailleurs dans le journal tout à l'heure Aladaïef Riakre qui était sur le plateau avec vous hier pour parler d'un pan du sujet. Si, il est revenu hier sur la question de stockage, mais notamment au niveau des magasins, des lieux de stockage et autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas des méthodes traditionnelles de stockage de ces produits agricoles qu'on perd de vue parce qu'on veut adapter les nouvelles technologies à toutes choses, mais en temps normal, il y a des méthodes de conservation qu'on utilisait même avant l'avènement des usines. Monsieur Smith-Poton, bonjour. Bonjour, Madame Mawel. Marchel, ça peut aller. Marchel. Voilà. De votre point de vue ingénieur agronome, est-ce qu'il n'y a pas de méthodes traditionnelles pour conserver nos produits agricoles? D'abord, avant toute chose, je vous dis d'abord merci. Et bonsoir, chers téléspectateurs. C'est ça. Avant toute chose, il faut d'abord faire la nuance entre la conservation et la transformation, parce qu'il y a une grande différence là. Il faut transformer d'abord pour plusieurs types. Non, on ne parle pas de transformation agroalimentaire, mais on parle beaucoup plus de conservation avant. Il faut d'abord faire la nuance parce que là où on dit, beaucoup de gens pensent que bon, quand on transforme, bon, quand on dit conservation, d'abord c'est juste ça, on prend les deux ensemble et ça passe. Pour moi, c'était ça, hein, la conservation, la transformation facilite ou permet la conservation. Exactement. Ok. Ou la transformation fait partie du système de conservation. La transformation, d'abord, c'est pour pouvoir satisfaire d'abord la demande. Peut-être le client, il y a quelqu'un qui demande à ce que bon, ça soit transformé en tel pour faire ci. Quand on prend peut-être le cas du riz, ça subit plusieurs types de transformations. On prend peut-être le riz paddy. Ce qui on récolte. On ne va pas verser dans la publicité ici, on va essayer de rester dans les normes. Voilà. Bon, il n'y a pas de problème. Donc, c'est d'abord ça. Je voulais faire la nuance entre d'abord la transformation et la conservation d'abord. Maintenant, quand on vient au niveau de la conservation, surtout au niveau du stockage, est-ce qu'il n'y a pas une manière aujourd'hui de conserver nos produits agricoles sans pour autant aller vers les grandes usines, aller vers les grands magasins de stockage et autres, quand nous prenons nos méthodes traditionnelles? Nous avons des méthodes traditionnelles qui sont depuis fort longtemps approuvées. Par nous-mêmes d'ailleurs. Par nos grands-mères d'ailleurs. C'est pas certifié, mais c'est approuvé par nos grands-mères. C'est ça. Et c'est ça qu'on utilise depuis fort longtemps et ça marche. Ça marche. Ça marche. Quand on prend l'exemple par exemple avec la tomate, des techniques. Quand on prend la tomate, bon, nos grands-mères d'abord ils ont l'habitude peut-être d'aller écraser ça au moulin, d'amener à la maison, mettre au feu, attendre que ça soit séché et que, bon, on met ça dans un récipient, on met de l'eau là-dessus et paf. La conservation est là. Ah bon? Oui. Ça passe au moulin et puis on sèche. On sèche. Et on met de l'eau là-dessus. Non, pas de l'eau, de l'huile. De l'huile. Oui. On met au feu et puis... On met au feu, ça sèche.
Ok, et on met un peu d'huile là-dessus. On met un peu d'huile là-dessus et ça continue. Ah, je pense que même au niveau de... Il y a eu récemment une fois, j'ai vu une dame, une transformatrice qui a quand même essayé de transformer la tomate et elle a conditionné ça dans des voilà, dans des bouteilles. Dans des bouteilles. C'est ce que moi je connais. C'est ce que je connais. Elle a pasteurisé après. Voilà. Elle a pasteurisé après. Il y a plusieurs types de techniques pour pouvoir. Vous pouvez les détailler pour nous, pour qu'on puisse mieux comprendre. Bon. Je vais aller un peu hors de la tomate. Oui. Et revenir peut-être à la tomate. D'accord, on vous suit. Ok. Quand on prend le cas des céréales. Oui. On prend le cas des céréales. La meilleure réduction, c'est que la meilleure technique, c'est d'abord il faut réduire la quantité de l'eau qu'il y a dedans. Oui. Il faut sécher d'abord, faire en sorte que la quantité de l'eau qu'il y a dedans soit réduite. Et quand la quantité de l'eau est réduite, je crois que c'est environ jusqu'à un taux de 12% environ. Oui. Quand c'est 12% environ, là on sait qu'on peut mettre dans un bidon et fermer. Et ça passe. Et quand on met ça dans un bidon fermé, il faut assurer à ce que ça ne soit pas à la portée de l'oxygène. Ok, donc on s'est fermé hermétiquement. Hermétiquement. Et tu déposes. Ça peut faire jusqu'à 1 an. Ce que moi je peux comprendre, c'est toute cette quantité de maïs récolté sur le champ. Vous pensez est-ce qu'il y a un endroit où il pourra garder ce maïs pour sécher? C'est ça en fait le problème. Dans les villages, il y a quelque chose qu'ils appellent, si je ne me trompe pas, les greniers. Les greniers ou bien les cribs, façon bien quoi. Oui. Mais quand ils font ça, il faut mettre dedans seulement, ça c'est séché. On met du piment. On met du piment là-dessus. Ok, on met du piment là-dessus. Ça passe comme ça. Et quel est le rôle du piment? Ça permet d'éloigner aussi les salançons et les insectes. Et tout. Alors, autre moyen, autre méthode de conservation avec un autre produit, par exemple? Avec un autre produit, bon, là, je vais revenir... des céréales tantôt. Oui, je vais revenir au niveau de la tomate, là, parce que je vois que c'est ça que vous avez pu aborder. Non, forcément, mais c'est ce qu'elle utilise le plus. comprenez. Dites-nous. Bon. Quand on prend la tomate, il a une technique... Il faut couper d'abord la tomate, il faut la mettre en tranches comme on le dit, il faut mettre dans un récipient, il faut ajouter d'abord, comment on appelle le poivron. Quand vous ajoutez le poivron, vous ajoutez maintenant du sel. Et ça dépend de ce que vous voulez, soit c'est de menthe ou bien persil, vous voulez, vous ajoutez. Et vous conservez, vous mettez dans un endroit sûr. Je veux savoir, c'est tout ça, tous les ingrédients que vous ajoutez à la tomate moulue sont également moulus? Non, pas moulus. Tomates fraîches coupées. Découpées. Oui, découpées. Vous mettez dans un récipient. Le poivre, c'est à moudre. Bon, on ne va pas s'éloigner. Non, tout ça, c'est pour conserver. Oui, c'est pour conserver. Voilà, si on ne fait pas bien, on ne va pas réussir la conservation. Je veux savoir. Il y a un intérêt. Moi, une inquiétude. Est-ce que vous pensez que ça, c'est pour peut-être ceux qui veulent conserver un peu de tomates à la maison, mais pour ceux qui veulent faire veulent en faire une utilisation un peu plus grande, est-ce qu'ils peuvent utiliser aussi cette technique-là de couper la tomate? Si je vous comprends bien, vous êtes en train de parler des producteurs, d'aller vers le plan industrie? Bon, je ne sais pas, parce qu'on voit qu'il y a assez de tomates qui est produite, mais est-ce que cette manière de conserver la tomate peut permettre de conserver tout ce nombre cette quantité de tomates-là qu'on récolte dans nos champs? Bon. C'est pas possible, hein, je le dis. Avant d'aborder ce sujet, d'abord cet aspect, il faudrait qu'on revienne sur le point où on n'a pas encore vraiment d'industrie au Bénin. On n'a pas encore vraiment d'industrie, c'est que notre pays n'est pas encore vraiment industrialisé. Notre pays n'est pas industrialisé. Bon, si vous prenez ça ainsi, c'est ça. Notre pays n'est pas encore vraiment industrialisé. Et donc, je vais parler d'abord des unités de production. Non, on y va. Quand on parle des unités de production, on peut les lister en 3, c'est-à-dire une unité de production artisanale, une unité de production traditionnelle. Il y a aussi une unité de production traditionnelle améliorée. Et au Bénin, nous sommes à quel niveau? Qu'est-ce que nous utilisons plus? Au Bénin, ça dépend de chaque zone et ce que chacun voit que c'est adéquat pour lui et que ce qui est adapté à son milieu de vie et à son mode de vie aussi.
Donc chacun préfère ce qui est mieux pour lui et continue avec son... Et qu'est-ce qu'il faut pour éviter les récoltes, les pertes post-récolte? Parce que ça, vous avez énuméré les différents Justement, types. il faut transformer et conserver. Pour éviter les pertes, il faut transformer et conserver. Mais au Bénin, on a un problème d'usine. On a un problème d'usine. Donc, parce qu'on a un problème d'usine, moi, j'aurais préféré qu'on aille faire l'approche de cluster. Ouais. L'approche de cluster, faire cluster, c'est un mot en anglais. Le cluster, c'est quoi? On fait, comment on dit, approche des producteurs autour d'un transformateur. Ça veut dire le transformateur au milieu. Le réseautage. Merci. Le transformateur au milieu et les producteurs sont aux alentours. Donc, automatiquement, ils produisent, ils n'auront plus à dire, j'irai à tel endroit. Chaque producteur doit encore se munir d'une unité de transformation. Ce serait compliqué. C'est vraiment compliqué. L'affaire de réseau, tu amènes ton produit, c'est que c'est un partenariat signé. Toi, tu as déjà, on a signé un partenariat avec toi et que c'est un contrat déjà que tu amènes 1 tonne, tu amènes 2 tonnes, tu amènes ci ou ça. Donc, lui, il est chargé de faire ça. Il l'amène seulement, il sait que c'est déjà garanti. Il n'a plus besoin de s'y gêner encore. Le transformateur lui-même, il sait que là, de l'autre côté, a satisfait. Du coup, c'est aussi un partenaire qui est aussi de ce côté. Et ça marche. C'est vraiment dans cette question de stockage, de conservation des produits agricoles. Je suis sûre que nous allons revenir, puisqu'il y a le volet industriel qui est abordé, mais nous n'avons pas pu réellement décortiquer la question. Nous allons revenir lundi, certainement, pour parler beaucoup plus de comment est-ce qu'il faut améliorer la transformation des produits agroalimentaires et quel type de transformation adopter également pour quand même faciliter la tâche aux producteurs qui parlent de pertes post-récolte en matière de produits agricoles. Merci Machel Betoro. Merci également à vous, monsieur Botton. Je vous en prie. C'était pas gagné d'avance, je le dis. Oui, il faut le dire, on attendait monsieur Jacques Balogun. Exactement. Malheureusement, il n'a pas pu être là. Et monsieur Smith Botton a pu se rendre disponible. On vous remercie. Moi, je vous remercie surtout pour les astuces que vous m'avez apportées. Ça va beaucoup m'aider dans le foyer, même si elle n'a pas voulu qu'on l'aborde assez. On n'en a pas fini aussi. Ou bien, moi, je vais garder contact avec vous en tout cas. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Bon, ça dépend parce que... Vous allez voir avec elle et puis revenir sur le sujet. Il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais faire une recommandation. On a bouclé déjà l'émission. Les recommandations, moi, je les aurai et puis je vais les transmettre aux téléspectateurs après. Je préfère que ce soit une recommandation portée vers trucs biologiques et non ce qui est adapté à nous comme ça. On va voir après. Ce sera certainement une autre émission pour ça. Lundi, on reviendra encore sur ce même sujet. Alors, mesdames et messieurs, voilà, c'est tout pour Monde Agricole. Voilà, je suis sûre que vous-même, vous n'avez pas voulu qu'on en arrête juste à ce niveau-là. On veut encore en savoir davantage sur les méthodes de conservation traditionnelles. Mais on va remettre cela à un autre numéro. Certainement la semaine prochaine, Machel va revenir sur le sujet. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour le grand rendez-vous de ce soir. Mais pas tout sans la météo en rappel.
Mesdames et messieurs, c'est terminé. Tout le monde descend, comme le dirait l'autre. Je vous remercie pour l'attention. Toute l'équipe du Grand Rendez-vous, conduite de main de maître par Djidjaro Tokbenon depuis lundi, vous remercie pour l'attention. On va se dire à très bientôt. D'ici là, portez-vous très bien.